Focus. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de prendre la direction du pays du sourire, la Thaïlande, une destination de plus en plus prisée par les Polynésiens pour son tourisme médical et plus particulièrement pour ses opérations de chirurgie esthétique. Ils sont une petite poignée à prendre le chemin de Bangkok chaque année, certains en quête de perfection physique et d'autres dans le but de retrouver un corps dont ils ont été privés à la naissance, les transgenres, ou comme on les appelle en Thaïlande, les ladyboys. Ça sera douloureux. En fait, c'est réouvrir le néovagin par l'intermédiaire de godes de tailles différentes en verre pour éviter justement... Que ça se referme. Exact. Moi, je suis gynécologue obstétricien. Par contre, il y a le risque surtout infectieux. Celui-là, il existe naturellement parce que c'est une cavité borgne qui peut se surinfecter. Ça peut aussi être un problème vasculaire. Donc, on peut avoir des problèmes aussi de nécrose. Forums, réseaux sociaux, tout se passe sur la toile. Certaines, comme Isabelle et Gaëlle, accumulent les informations depuis plusieurs années. C'est un peu de tout, c'est et radio cocotier et les recherches personnelles via le net. Les démarches à faire, alors le chirurgien demande à avoir, pour mon cas, 2 attestations de psychiatre. Il y a quand même un suivi psychologique à côté qui est demandé. Ah oui, bien sûr, il y a un suivi psychologique qui est demandé. Ensuite, il y a l'organisation du séjour. Donc, pour ce chirurgien-là, il travaille avec quelques hôtels, donc on a des prix préférentiels pour notre séjour dans certains hôtels qui travaillent avec. Oui, il faut compter le billet d'avion. Est-ce que par exemple, il existe des formules tout compris ? Je pense qu'il existe, il y a juste à taper sur Internet. Par exemple, en Tunisie, vous avez la formule voyage, séjour à l'hôtel 4 étoiles, pour une mammoplastie, par exemple, pour 2500 €. Fait 250 000, un peu plus de 250 000. Est-ce que c'est aussi facile d'organiser ce genre de voyage en Thaïlande ? Il n'y a pas la barrière de la langue ? La barrière de la langue, non, parce qu'en fait, dans un premier temps, on a un contact par mail avec le secrétariat du chirurgien. Donc, vous pouvez correspondre soit en français ou soit en anglais. Il y a une réponse tous les 3 jours. En finir avec les clichés sur le sujet. La plupart aujourd'hui franchissent le pas d'une agence bancaire pour ce projet de vie. Un projet qui a un certain coût, certes, 2,5 millions pour une réassignation sexuelle, comprenez par là un changement de sexe. Je suis allé voir ma gestionnaire, je lui ai expliqué ma volonté de me faire opérer en Thaïlande et puis ça s'est fait très rapidement. Je pouvais faire un prêt perso et donc voilà. J'étais confiante parce qu'en fait je lui en avais déjà parlé, elle m'avait dit que c'était ok. Les causes exactes de ce mal-être, de cette sensation de ne pas être dans le bon corps, de ce transsexualisme restent inconnues. Pendant longtemps, les docteurs qualifiaient cet état comme un problème d'ordre mental. Les scientifiques évoquent aujourd'hui des pistes biologiques et génétiques. Docteur Aronian, je suis psychiatre à la clinique Paophai et je suis sexologue également. Depuis combien de temps vous êtes en Polynésie ? 23 ans. 23 ans en Polynésie. En 23 ans, combien de personnes qui avaient pour projet de changer de sexe sont venues vous voir ? Je dirais une dizaine à peu près. Surtout, ils se sont surtout manifestés ces dernières années, ces 5-6 dernières années. Hein. C'est beaucoup ? Oui, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ils viennent pour la partie psychiatrique, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un certificat et ils attendent qu'à l'issue de la thérapie, on leur fournisse un certificat qui leur permettra de se faire opérer. Mais pourquoi avoir un certificat ?
Parce que ce sont les médecins en Thaïlande ou ailleurs qui l'exigent. Parce qu'ils veulent se couvrir, je pense, au niveau des assurances et autres. Pour éviter que la personne ne change pas d'avis alors que tout est fait? Oui, une fois que c'est terminé, ils veulent éviter que les gens se retournent contre eux. Donc, ce qu'on nous demande d'évaluer, c'est d'une part quelle est la motivation de la personne. C'est sûr que si ça part de désirs farfelus ou délirants ou autres, il y a contre-indication. D'autre part, est-ce que les gens sont réellement motivés? Parce que ça coûte cher en général, ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est extrêmement douloureux. Et surtout, c'est irréversible. Au niveau de l'image du corps déjà. Et puis, il faut se investir dans une nouvelle identité. Encore que, normalement, les gens qui font ce genre d'intervention, il y a un trouble de l'identité sexuelle. C'est ce qu'on est appelé à déterminer aussi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dès la petite enfance, sont persuadés d'être dans le corps d'un autre, qu'il y a une erreur de la nature. Ils sont d'un sexe dans la tête et physiquement, ils sont dans l'autre sexe. Est-ce que médicalement, il y a eu des explications à ce sujet? À l'époque, sans doute que ça faisait partie de perversion. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on admet comme une pathologie, un trouble de l'identité. Bon, c'est tout. Comme s'il y avait eu, comme je disais tout à l'heure, une erreur de la nature. Vous êtes aussi sexologue. Est-ce que, par exemple, certains sont venus vous consulter sur ce sujet-là? Ça serait bien, mais ils ne le font pas. Il faut quand même avoir un mental, parce qu'il y a eu des moments effectivement où je voulais laisser tomber parce que c'était chiant. Il fallait attendre l'aval du psy pour qu'il te donne ton attestation. Parce que si un chirurgien s'autorise à vous opérer pour un changement de sexe sans suivi psy, il faudrait se poser des questions. Je pense que 2-3 séances ne suffisent pas. C'est une psychanalyse sur 6 à 1 an, 6 mois à 1 an serait plus juste. La cicatrisation, si tout va bien, se fera au bout de 6 mois. Et au bout de 6 mois, bien sûr, on pourra avoir un rapport. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire la chirurgie de la transsexualité. Lorsqu'on veut passer d'un sexe masculin à un sexe féminin, il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu qui est un enjeu fonctionnel, c'est-à-dire faire un néovagin qui permette la pénétration. Il y a plusieurs techniques pour ça. Il y a des techniques qui consistent à isoler une partie d'une anse digestive que l'on va aboucher au niveau de la néovulve et qui va permettre, comme un doigt de gant, de réaliser des pénétrations. Il y a une technique qui consiste à retourner le lambeau qui existe avec une partie de ce qui était avant la verge. Et il y a une autre technique qui consiste à utiliser d'autres lambeaux à distance, par exemple les lambeaux antébrachiales, qui sont les lambeaux qu'on peut prendre au niveau du bras et qui vont permettre de créer, là encore, une espèce de doigt de gant qui servira de réceptacle à la pénétration. L'autre élément, c'est un élément qui est un élément esthétique, c'est-à-dire faire en sorte que l'aspect extérieur donne un aspect de vulve féminine. Ça, ce sont des plasties locales qui se font avec la peau du scrotum, qui se font avec des plicatures. C'est la peau des testicules, dont on se sert pour créer les grandes lèvres, en fait. Enfin, il y a un challenge sensitif qui essaye de ménager une sensibilité, une sensorialité sexuelle au niveau de ce nouveau sexe féminin. Et pour ça, on crée un lambeau, c'est-à-dire qu'on diminue la taille du prépuce, c'est-à-dire qu'on garde l'extrémité de la verge, le gland. On en garde l'extrémité, on le garde pédiculé sur son artère, sa veine et son nerf sensitif. Et on va l'enfouir au sommet de la nouvelle vulve, un peu dans la position d'un néoclitoris. Et c'est ça qui peut permettre de donner une certaine sensibilité. Si vous devez aller vous faire opérer par un chirurgien, où que ce soit, vous devez au minimum vous assurer auprès de l'organisme légal dont dépend ce chirurgien. Pour la France, c'est facile, c'est le Conseil de l'Ordre, s'assurer de sa qualification.
en Thaïlande, si vous parlez thaïlandais, téléphonez au Conseil thaïlandais de l'ordre, je ne sais même pas s'il existe, et puis renseignez-vous, ça me paraît difficile. Ne faites pas confiance au site web, on peut mettre n'importe quoi sur un site web et n'importe qui peut mettre n'importe quoi, les photos qui ne sont pas des photos de gens opérés par le chirurgien en question, pas forcément un chirurgien d'ailleurs. La meilleure sécurité, c'est indiscutablement de connaître dans votre entourage quelqu'un qui a été opéré par le chirurgien que vous vous proposez d'aller voir, qui est satisfait de l'intervention, satisfait de la prise en charge. D'ici 5 mois, Isabelle prendra l'avion, destination Bangkok, pour, comme elle l'appelle, sa renaissance. Elle reste un mois en Thaïlande, la durée de validité du visa thaïlandais, puis retour au Fénois, où de longs mois de rééducation l'attendent encore. À mon retour, j'ai quand même pris 3 mois sans solde pour m'occuper de moi et puis faire en sorte que la cicatrisation se passe bien. Ça peut être douloureux. Ça sera douloureux. Ça, c'est les dires de mes copines, de mes connaissances qui ont passé le cap. Le plus douloureux, ça sera vraiment les phases de dilatation. En fait, c'est réouvrir le néovagin par l'intermédiaire de godes de tailles différentes en verre pour éviter justement... que ça se referme. Exact. Je tiens à remercier Isabelle de s'être livrée à nous, son tabou sur son projet de vie, une femme en devenir. Je tiens également à remercier les docteurs Serra, Fait et Aronion pour toutes ces explications. Et on continue notre lancée avec moi cet après-midi, Nicole, transgenre. Elle a subi sa vaginoplastie il y a 9 ans maintenant en Thaïlande. Pour des raisons personnelles, elle a tenu à rester anonyme. Ne vous étonnez pas si sur le net, vous ne la voyez pas apparaître à l'image. Elle nous parlera de son quotidien depuis son opération. Avec moi également notre chroniqueur et blogueur Lolo. Avec son œil averti, il nous dresse chaque matin dans sa chronique De quoi je m'y mêle, une petite photo de telle ou telle actualité, surtout aborde sans langue de bois et sans tabou des sujets de société. Ça tombe bien. Aujourd'hui, place au long et pénible parcours du changement de sexe et surtout en finir avec les clichés. Nicole, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu t'es retrouvée dans ce reportage, dans ce témoignage que nous a donné et confié Isabelle? Alors, Yorana, oui, effectivement, je me retrouve... ça a été mon parcours quand même avant de m'engager et de partir vers ce long voyage et beau voyage que je dirais aujourd'hui. Donc, c'est vrai, la Thaïlande, c'est le pays du sourire et c'est ma vie. La Thaïlande fait partie de moi. C'était ton pays de renaissance? Exactement, oui. Je me suis sentie femme à 100% en 2007, lors de mon opération. Et il n'y avait pas cette petite appréhension de débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas, qui ne parle pas, où la langue française n'est pas forcément utilisée, l'anglais encore très peu. Comment tu as pu t'en sortir? Alors, pour moi, ce n'était pas une barrière, la langue, puisque je parle l'anglais, je comprends l'anglais, mais c'était le bout de mon rêve. Il fallait, moi, tout ce que je voyais devant moi, c'était mon opération, et rentrer chez moi, et être chez moi en tant que femme. Donc, j'avais pas de frein, rien ne m'empêchait d'aller en Thaïlande et me faire opérer. Tu as dû te préparer sur faire des recherches, je suppose. Ça a pris combien de temps tout ça? J'ai quand même mis 1 an et demi pour me préparer administrativement, mes recherches. Donc j'ai fait la même procédure qu'Isabelle et Gaëlle. Donc je me suis inscrite sur Internet. Donc j'ai discuté avec différentes amies que je connaissais pas, donc que j'ai appris à connaître via les forums de discussion. Par la suite, donc je me suis renseignée
sur la meilleure, on va dire, la meilleure opération, le meilleur médecin, et je suis satisfaite du résultat. Alors on voit que la plupart des recherches, tout se passe sur la toile. Lolo, Oui. tu es un véritable geek. Internet quand même, faut faire attention. Oui, c'est sûr, d'autant que on trouve le pire et le meilleur, et dans le pire, souvent, c'est sous pseudo et sous anonymat. Donc, c'est vrai que Internet, oui, ça permet certainement d'avoir des témoignages directs quand on veut avoir une aventure comme Nicole a eu. En même temps, les langues se délient facilement, et souvent pour dire des choses méchantes. Je ne sais pas si, Nicole, tu as été exposé à ça, non? En Thaïlande? Non, je veux dire sur Internet. Est-ce que tu as trouvé toutes les informations, tu disais, parce qu'il y avait par mail sur des forums. Oui. Mais est-ce que tu as subi aussi des colibets, des moqueries? Non, pas du tout, bien au contraire. En fait, de toute façon, sur les forums de discussion, je n'ai trouvé que de bons arguments. Des personnes en fait qui étaient intéressées par le même projet. Du coup. Voilà, des personnes qui étaient intéressées et des personnes ayant déjà subi la vaginoplastie. Donc il n'y avait pas d'intrus qui venaient s'incruster sur la discussion. Non, pas du tout. Donc moi j'ai eu la chance aussi de connaître ce médecin, puisque j'avais une amie qui est allée se faire opérer par le même médecin, donc qui est revenue en Tahiti 4 mois après son opération. Donc j'ai eu la chance d'avoir des échanges avec cette personne, et elle m'a vraiment rassurée, et c'était ma direction, c'était ma destination. Alors Lolo, dans une chronique juste avant l'émission, vous parliez d'un film de Danish Girl, d'un artiste danois qui devient finalement par la suite une artiste danoise. C'est ça. Ça a été tout un parcours aussi. C'était surtout la première opération de changement de sexe. Donc c'est un film qui est actuellement à l'affiche et qui raconte une histoire vraie. Je ne sais pas si Nicole l'a vu. Bon, en fait, j'ai vu dans les médias, dans le journal, j'ai vu l'annonce, et puis j'ai vraiment envie d'aller le voir, ce film. Je sais que ça va paraître au Majestic. En ce moment, en ce moment à l'affiche, justement. Voilà. Donc j'en parlais tout à l'heure, et on est dans le sujet là. Oui, et ça passe en soirée par contre. C'est ça, c'est à 20h je crois. Oui, 18h et 20h. Voilà. Alors Lily, le transgenre danois, parle d'un accompagnement de sa femme à l'époque lorsqu'il était une femme. Et toi, lorsque tu as commencé ta transformation, tu avais quelqu'un auprès de toi pour t'accompagner, ou tu étais déjà célibataire à l'époque et que c'était... Au fait, j'étais en couple avant mon opération. Et puis après j'ai eu quand même une déception amoureuse, donc du coup j'ai traversé cette transition avec ma famille et puis mon entourage professionnel. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé justement à aller jusqu'au bout de mon rêve? Oui. Non, parce que non, c'est pas ça du tout. Au contraire. Pourquoi l'avoir pas fait alors au moment où tu étais en couple justement pour être accompagnée? Alors je parlais de rêve il y a pas longtemps, mais le rêve ça demande quand même aussi, c'est un coût. Et ce rêve-là, donc je l'ai réalisé, mais je suis quand même passée par différentes étapes, financièrement d'abord, et puis psychologiquement, et puis de fil en aiguille, j'y suis arrivée. Mon rêve, je l'ai réalisé. Tu t'es fait opérer il y a 9 ans maintenant. Quel est ton quotidien avec ton nouveau corps, ton nouveau sexe? Alors, je dirais pas mon nouveau corps, puisque... Il y a eu quand même beaucoup de changements. Oui, c'est vrai que j'ai une implantation mammaire, mais c'est vrai que cette transformation m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Ensuite, la vaginoplastie, c'était normal, c'était logique que je subisse cette opération, mais la première étape, c'était donc la poitrine pour paraître plus féminine aux yeux de la société. Et puis, donc, la vaginoplastie, pour moi, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie. Par contre, j'ai eu des difficultés, pas psychologiques, mais je connaissais pas le vagin, je savais pas ce que c'était. Jusqu'à aujourd'hui, ça va, enfin, je connais.
Mais cette transformation, c'est vrai que j'ai dû me rapprocher de mes sœurs, de ma famille, de mes collègues féminines. Mais avec tout le suivi qu'on vous demande avant l'opération, puisqu'elle est irréversible, est-ce que ce côté-là n'a pas été abordé justement avec le psychiatre, qui est pratiquement une obligation avant l'opération et puis après aussi? Alors la rencontre qui s'est faite avec le psychiatre, c'est pas au fait un échange après l'opération, puisque moi je sais pas ce que c'est qu'après, je savais pas ce que c'était. Il n'y a rien de prévu en gros par la suite. Pas de suivi psychologique, sauf que mes 2 rencontres avec le psychiatre, on a juste échangé sur mon enfance, mon adolescence et mon mieux-être. Comment est-ce que je me sentais et vers quoi est-ce que j'ai aspiré. Donc, je me sentais déjà femme, une petite fille déjà, ensuite une adolescente et une jeune femme. Et justement, tu nous parles beaucoup de ta famille. Il le décelait déjà? Ah oui, toute petite déjà, j'étais une fille, pour moi et ma famille. Après, exception pour mon père qui n'accepte pas cette transition. Mais bon, c'est ma vie, je la vis et je la mène comme je veux. Alors tout de suite, nous allons accueillir un auditeur, une auditrice. Bonjour, posez votre question. Bonjour Milly, c'est Vicky. Yorana. Donc je voulais rebondir un peu sur ce que disait la Nicole. Oui. Donc voilà, je pense qu'on est comme ça. On a toujours été féminine dans l'âme. On a toujours préféré jouer à la poupée que jouer au camion. Et effectivement, il est plus simple pour nous, pour parvenir à concrétiser nos rêves, d'avoir justement un soutien familial. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle lorsqu'elle dit que ce rêve est semé d'embûches, n'est pas surmontable. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle. Est-ce que justement, toi aussi, tu t'es retrouvée un petit peu dans le témoignage d'Isabelle, de Nicole? Alors oui, tout comme elle, j'ai subi ce qu'on appelle une vaginoplastie, donc un changement de sexe. Et donc, je pense que tout au fond de nous, je parle pour moi là, on est en fait un esprit de femme prisonnière dans un corps d'homme. Et donc, pour que notre psychisme soit en harmonie avec notre corps, il nous était donc nécessaire, enfin je parle pour moi là, de subir cette intervention. Et aujourd'hui, comment ça se passe, ton quotidien? Est-ce que... Alors, je le vis mieux. On vit dans une société où les gens nous regardent. Quand tu n'es pas encore opéré, les gens te jugent. Ils voient en toi le simple petit réré. Les hommes nous voient soit comme des objets sexuels, soit comme des extraterrestres à abattre. Les femmes, elles, nous voient comme de bonnes copines, voire même comme des clowns de service. Mais dès que tu passes le cap, donc tu passes à un niveau supérieur, les gens te voient différemment. Encore ces clichés qui vous mènent la vie dure. Et aujourd'hui que tu as réalisé ton rêve, tous ces clichés, toutes ces barrières sont tombées? Tu as vu le changement? Ah oui, effectivement. Les gens te voient différemment. Et je pense, comme toutes mes copines, je pense que quand tu passes le cap, je pense que le rêve d'après, c'est comme toutes les femmes de notre âge, fonder une famille, avoir un foyer, donner une éducation, recevoir de l'amour et donner de l'amour. Mais du coup, comment se présenter lorsque on cherche un compagnon? Est-ce que vous lui racontez d'emblée toute votre histoire ou c'est non, je suis une femme aujourd'hui à part entière? Alors, ça dépend des cas. Il y a des hommes qui, quand ils arrivent, ils ont un point d'interrogation. Donc, il vaut mieux pour nous, pour éviter d'avoir toute critique ou tout jugement, de lui dire. Mais par contre, il y a certains cas où certains hommes ne le voient pas et où il est préférable pour nous je dirais pas de garder de secret, mais de tout simplement leur dire non, je suis une femme aujourd'hui, donc je me contente de leur dire ça. Est-ce que, comme Nicole, tu comptes passer l'étape suivante, c'est-à-dire le changement d'état civil? Ou oui, ce n'est pas une priorité? C'est la logique même. C'est la logique même parce que tu te dois de te dire que tu es une femme et donc tu dois faire tout ce qui est paperasse administrative pour être reconnue en tant que telle. Je te remercie, Vicky, pour ce témoignage et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Angie. Au revoir.
Alors Nicole, aujourd'hui, femme à part entière, dit sûrement aussi suivi gynécologique, je suppose, puisque vous avez un vagin aujourd'hui. Oui. Oui, de temps en temps, je rencontre un gynécologue. Je le rencontre simplement quand j'ai des douleurs. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Mais c'est des douleurs musculaires ou... Alors, c'est plus une infection, par exemple, comme toutes les autres femmes. Comme des mycoses, des champignons? Non, c'est plus une infection urinaire. Voilà. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Quand je rencontre le gynéco, c'est parce que j'ai une infection urinaire. D'accord. Et par exemple, il y a des gynécologues spécialisés où ils ont tous cette formation parce que on l'a vu dans le reportage qu'on a diffusé au début de l'émission. Le gynécologue obstétricien nous confiait qu'il s'y connaissait pas trop et que voilà, il était un petit peu embêté et heureusement pour lui, il me disait qu'il n'a jamais été confronté à cette situation. Alors, oui, effectivement, j'ai eu une mauvaise expérience lors de mon infection urinaire. Donc, j'ai rencontré un médecin, un papier, ça s'est très mal passé. Pourquoi? En fait, il ne savait pas que j'étais transsexuelle. Donc, du coup, je lui ai dit que je me sentais pas bien. Je pense avoir une infection. Donc, après examen, il m'a piqué un appareil, un bec de canne, comme on dit. Donc j'ai eu mal et puis j'étais pas contente, donc je lui ai fait savoir que j'étais pas contente et je suis partie. Ensuite j'ai dû rencontrer un autre gynécologue, donc le docteur, un autre médecin, c'est pas été. Par contre lui connaissait la transsexualité, donc il connaissait un petit peu cette opération. Ils sont beaucoup de gynécologues justement à se spécialiser, à vous accueillir? Oh là là, j'en sais trop rien puisque j'en ai vu que seulement deux. Et puis là, maintenant, je m'accroche au deuxième médecin que j'ai rencontré. Donc c'est beaucoup du bouche à oreille aussi qu'il faut aller voir finalement. Au fait, moi, je me suis présentée à son cabinet, puis je lui ai dit, écoutez, j'ai subi une vaginoplastie, je sais pas ce que j'ai. Et après examen, donc même avant l'examen, il me dit, le deuxième médecin me dit, mais t'en fais pas, je connais l'opération de la vaginoplastie, je connais pas de pratique, hein, mais simplement des livres, via les livres. Et puis, il a aussi exercé, il a suivi une formation aux États-Unis. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs parce qu'il m'a rassurée, vraiment. Lolo. Oui, moi je suis un petit peu le Candide dans l'histoire là, donc j'avais une question, je ne sais pas si ça a été dit dans le reportage au début, mais pourquoi l'opération se fait pas ici? Pourquoi on est obligé d'aller en Thaïlande? C'est interdit ici ou c'est une spécialité qui est tellement particulière qu'il n'y a personne de compétent sur le territoire? J'ai pas bien saisi ça. Alors sur Tahiti, je connais pas de chirurgien de la vaginoplastie. Sinon, c'est parce que c'est très particulier, on le fait pas ici, il n'y a pas une question d'interdiction ou de... Non, je pense que c'est plus une question de compétence. Et puis elle est pratiquée en métropole aussi et elle est même remboursée. C'est vrai que la démarche, oui, cet aspect-là que la démarche est un petit peu plus longue apparemment en France et elle est même remboursée. Oui. C'est pour ça que la plupart, je pense, d'après les témoignages que j'ai recueillis, se dirigent plutôt vers la Thaïlande parce que c'est en un an de démarche et si le capital est là... Ils font ça... Ils le font tellement que du coup ils se perfectionnent. Le médecin thaïlandais, il peut opérer 160 personnes à l'année. Hein. C'est quand même, c'est une spécialité, c'est vrai. C'est une spécialité. Et puis la Thaïlande, pour moi, c'est le pays de la transformation. Les ladyboys, c'est culturel aussi, comme chez nous, les rérés, les marous. Alors, justement, pour répondre aussi à ta question, Lolo, lors de mes reportages, de mes rencontres avec le chirurgien esthétique, il me confiait que ils étaient 3 chirurgiens esthétiques en Polynésie, ça marche très bien, mais pourquoi... il n'y avait que 12 personnes par an à peu près intéressées par ce genre d'intervention, ce qui ramènerait à 4 opérations chacun, ce qui ne permet pas de se perfectionner dans la technique. Donc, ils mettent en garde contre ces voyages esthétiques, mais en même temps, ils reconnaissent aussi le travail, l'avancée, puisque de plus en plus des Européens, des Américains, qui sont en avance aussi dans les techniques, ils se dirigent plus vers la Thaïlande, qui du coup est devenue un petit peu l'Eldorado
le pionnier voilà. de la vaginoplastie. Et là, je vous propose tout de suite de retrouver une autre personne. Bonjour, posez votre question. Voilà, Miri, je voulais encore rebondir sur ce qui a été dit. En France, il est vrai que les personnes comme nous peuvent accéder à cette chirurgie esthétique, mais par contre, ils sont suivis pendant 1 an, voire 2 ans en psychiatrie pour être reconnus en fait comme étant malades mentales et donc ayant besoin de recours à cette chirurgie. La chance que nous avons ici, en Polynésie, c'est que tu ne fais que 2 à 3 séances et que tu puisses partir légère en te disant non, tout comme ça, je ne suis pas folle, je suis apte à suivre cette intervention et donc je le fais. C'est des démarches un peu dénigrantes pour vous, du coup, parce que vous qualifiez de marginal. Voilà, exactement. Donc, je voulais vraiment rebondir sur ça parce qu'en France, c'est ce qui est ici. On appelle ça en fait le protocole. Ça s'appelle le protocole. Et donc, pendant 1 an, voire 2 ans, voire 1 an à 10 ans, tu es suivi par un psychiatre, voire 2. Et donc, c'est eux qui disent que pour ton état mental, il est effectivement nécessaire que tu subisses cette intervention. Tandis qu'ici, en Polynésie, tu n'as recours qu'à 2-3 séances de psychanalyse pour pouvoir justement être opéré. Est-ce que tu penses, toi qui l'as vécu, également toi, Nicole, que ça suffit, 3 séances? Parce que c'est pas évident quand même, on subit une transformation. Alors, pour ma part, moi, rencontrer un psychiatre et puis déballer ma vie, ça le fait pas, puisque c'est mon rêve, j'avais envie de subir cette opération et pourquoi quelqu'un viendrait me poser des questions pour m'empêcher de réaliser mon rêve. Donc, psychologiquement, j'étais prête. Je voulais me faire opérer, j'étais une femme à part entière, à 100%, et puis ce qui me manquait, c'était les finances. Vicky, ça a été pareil pour toi? Oui, alors moi, je voulais juste te dire quelque chose, que lorsqu'une femme est stérile et qu'elle a du mal à avoir un enfant, elle va jusqu'en Nouvelle-Zélande pour justement avoir une insémination artificielle et pour pouvoir concrétiser son rêve, donc donner la vie. Mais pourtant, elle n'est pas reconnue en tant que malade mentale. Son rêve, c'est de devenir une mère. Je pense que pour nous, c'est pareil. Lorsque j'ai eu recours à mes séances de psychanalyse, je ne me sentais pas malade du tout. Bien sûr. Ce qui me rendait malade, c'est de voir ce sexe qui n'était pas en concordance avec mon état psychique. Bien sûr. Donc, avoir recours à cette chirurgie esthétique m'a permis de renaître et de m'apprécier encore plus et de m'affirmer. De revivre. Donc, je ne pense pas qu'il faut être reconnu que malade pour subir une telle intervention. Parce qu'une femme, elle va bien jusqu'en Nouvelle-Zélande pour se faire opérer. Bien sûr. Pour avoir un bébé. Je pense qu'on est toutes pareilles. Je ne pense pas que concrétiser un rêve, c'est automatiquement partie. Enfin, on dit de toi que tu es malade. Je ne pense pas, hein. Bien sûr. Mais merci, Vicky. Ces séances de psy, elles sont obligatoires parce que c'est mal barré si on vous considère. Elles sont obligatoires. En fait, il est demandé par le médecin, par le chirurgien. Il nous demande obligatoirement d'avoir un avis d'un psychiatre. Sinon, il ne nous opère pas. Voilà, un avis qui part sur de mauvaises bases, donc, puisque si d'emblée on vous considère comme malade, alors que c'est juste. Au fait, c'est pas. Au fait, le médecin, il dit que, dans la notification du médecin, il doit apparaître que la personne est apte à subir une vaginoplastie. Et ça, quand on va en Thaïlande, par exemple, on l'exige, ça? Oui, c'est exigé par le médecin. Sinon, il ne t'opère pas. Donc, c'est un passage obligé que vous devez subir voilà, et qui ne vous apporte rien. Voilà, oui. D'accord. Effectivement. Lolo, tu en conviens que ce n'est pas un sujet banal, un sujet avec énormément de tabous, alors que nous y sommes confrontés tous les jours, nous les rencontrons partout, dans tel ou tel service. On le voit avec Nicole, qui est employée de mairie, certaines sont coiffeuses, pharmaciennes, serveuses. Quelle analyse fais-tu de ce comportement un petit peu un peu paradoxal, on fait noir, alors que c'est culturel aussi dans les livres à l'arrivée de Bougainville, de Cook, on en parlait déjà, peut-être pas des transgenres, mais des personnes qui se sentaient pas dans le bon corps. Finalement. Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe parce que la société polynésienne est exemplaire dans sa tolérance avec les rérés, les maous.
Par contre, je pense que prononcer certains mots à la radio peut choquer. Dans tout ce qui vient d'être dit, mais en même temps, cette émission est la preuve d'un signe d'ouverture et de tolérance aussi, mais c'est vrai on est aussi dans le tabou malgré tout. Hein. Mais un tabou qui viendrait d'où de ce côté qu'on a de la religion Je pense, oui, parce que la religion a Pourtant, une de moins part en moins importante. de personnes sont pratiquantes aujourd'hui. Oui, mais malgré tout, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger quand on parle de la Polynésie. Hein. C'est vrai que souvent, dans de nombreux sujets, la religion arrive très vite comme une espèce de barrière ou de jugement. Et donc, dans la réalité, c'est vrai que, sauf à avoir des témoignages comme Nicole pourrait éventuellement avoir de remarques ou de regards de travers ou de ségrégation, à part ça, c'est vrai que c'est dans la société, c'est une réalité. Toi-même, tu disais que tu étais un peu néophyte dans le sujet. Est-ce que tu as trouvé choquant ce qui a été dit dans ce reportage lorsque le chirurgien explique quelles sont les parties, parce que c'est de l'autogreffe. C'est de l'autogreffe finalement pour se créer ce néovagin. Tu as trouvé ça choquant? Non, moi, pas grand-chose me choque à vrai dire, et pas rien du tout dans ce qu'on a entendu. Et ce qui me choque par contre, c'est qu'on puisse juger ces gens-là. Pourquoi moi je porterais un jugement sur Nicole que je connais pas, c'est sa vie, c'est sa décision. Comme Vicky l'a souligné aussi, comme le disait Vicky, ouais. Des femmes partent bien en Nouvelle-Zélande pour une insémination, pourquoi pas pour une vaginoplastie ou autre chose. Oui, absolument. Ouais. Alors moi j'avais une autre question par contre. Qu'est-ce que ça fait de devenir femme et de ne pas pouvoir procréer? Oh là là, il est permis quand même d'adopter, hein. Oui. Voilà, malheureusement, je ne peux procréer, mais bon, la vie est tellement belle, je peux avoir des enfants par le biais de ma famille. Voilà, heureusement, peut-être qu'on a le FAMU aussi. Oui, ici. voilà, c'est vrai, heureusement que je dirais pas que ça marche, mais c'est quand même c'est quand même bien qu'on puisse adopter des enfants via le FAMU. Et justement, ça se fait facilement parce que du coup, ils se disent... c'est un homme avant, c'est une femme aujourd'hui. Est-ce qu'elle aura la fibre maternelle? Oh, de toute façon... Oui, il y a toujours aussi ce préjugé, vaut mieux pas... De toute façon, le FAMU, la personne, la transsexuelle qui souhaiterait FAMU, elle a quand même aussi, elle trie, hein, elle va quand même aussi trier, elle va pas FAMU l'enfant d'un tel ou d'un tel. En général, ça se passe, c'est plus la fille ou le fils de la sœur ou du frère ou bien du cousin, et puis ça se trie, puisque cet enfant, tu vas l'élever pendant 18 ans, même voire plus. Donc, c'est un tri. Oui, il faut trier. Et puis après, à côté de ça, il y a des parents qui sont dans le besoin. Donc, on a la fibre maternelle puisqu'on a cet esprit de générosité. Tout de suite, nous allons prendre un auditeur, monsieur de Punaoya. Bonjour, monsieur, posez votre question. Oui, bonjour. J'aimerais avoir une personne qui a fait la veille ce que Nicole a fait. C'est-à-dire une femme qui devient un homme. Voilà. Apparemment, je n'en connais pas. Vous avez voulu l'inviter? Ben, on en a cherché, d'après les 3 chirurgiens esthétiques rencontrés pour cette émission. Apparemment, ils ne franchissent pas le pas. Certains, oui. Certaines femmes se sentent également dans un corps qui ne leur appartient pas, selon elles, mais elles ne sont pas encore arrivées au point à franchir le pas comme l'a fait Nicole, Vicky, Isabelle, Gaëlle. Voilà, monsieur. Et le monsieur en connaît peut-être des gens Oui, peut-être. Monsieur, vous en connaissez peut-être dans votre entourage? C'est juste pour le monsieur en cours. Il en existe, mais à ma connaissance, je n'en connais pas, mais c'est un appel, bien sûr. Qui est cette personne-là pour compléter l'émission? Bien sûr. Donc c'est un appel peut-être pour une prochaine émission. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée.
Et ça, dans les proportions, on sait alors si c'est beaucoup plus des hommes qui veulent devenir femmes que l'inverse? Oui, c'est Ouais. beaucoup plus des hommes qui deviennent des femmes. J'en connais pas de femmes qui sont devenues des hommes actuellement. J'en D'accord. connais pas. Donc on peut dire 100% alors des hommes qui sont devenus femmes? Oui. Ouais. Oui. L'opération est beaucoup plus facile pour un homme et de devenir une femme, puisque c'est plus une inversion du pénis. Contrairement à une femme, je sais pas comment va être l'opération, je sais pas si la personne a besoin d'un objet extérieur Apparemment, pour fabriquer puisque le pour pénis. créer un néovagin, ils se servent même de la peau du bras, puisque c'est une autogreffe. Donc, du coup, je pense, peu importe peut-être la partie du corps la plus sensible, mais après ça, ce sera une prochaine émission et j'espère trouver. En fait, c'est un appel aux auditeurs. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à contacter Polynésie Première. Je connais pas du tout, je connais personne qui a subi cette opération. Alors, Nicole, est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, qui se disent je suis pas dans le bon corps, j'aimerais bien faire quelque chose, je sais pas comment, j'ai peur. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les orienter au mieux? Alors, pour ces personnes qui souhaiteraient subir l'opération, tout le monde tout le monde veut se faire opérer, sauf que les moyens ne sont pas là, les moyens financiers, puisque ça demande quand même un coût. Pour moi, j'étais obligée d'avoir 2 millions de francs. Mais de plus en plus passe par des agences bancaires. Oui. J'ai rencontré une chargée de clientèle qui disait que c'est un prêt personnel. Un prêt personnel, ça peut être pour acheter un scooter, ça peut être pour s'acheter un vagin aussi. Oui, parce que ça va pour les transsexuels qui en travaillent. Mais pour celles qui ne travaillent pas, c'est assez difficile quand même, puisque obtenir 2 millions de francs, y a que les banques qui peuvent... Est-ce que justement ils demandent des détails ou simplement prêt personnel? Oui, prêt personnel. Moi, j'ai demandé un prêt personnel, puisque après, ils t'ont pas demandé à préciser exactement si c'est pour une voiture? Non, j'ai tourné autour du pot et puis je voulais pas. Et puis, c'était pas un prêt pour une chirurgie. Pour le chargé de clientèle, il n'est pas censé savoir que j'allais me faire opérer, que j'avais besoin de cet argent pour cette intervention. Et justement, lorsque on est transformé, est-ce que c'est plus facile du coup de trouver du travail? Est-ce que ça aide finalement? Oui, ça peut aider, puisque en tant que femme, après avoir subi l'opération, on est beaucoup plus sûr, beaucoup plus motivé, et on est terre à terre, on sait ce qu'on veut, et c'est de travailler. Donc on est... Oui, quand même. Et puis après, il appartient à chacun de trouver cette motivation, puisque trouver du travail, c'est pas en restant à la maison, c'est d'abord se vendre. Et puis, c'est vendre le produit. Et le produit, c'est toi. Tu arrives à bien te vendre, tu as un travail. Mais bon, après, ça se fait quand même... c'est un travail de longue haleine, quand même. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Et puis, il faut se dire que vous connaissez la personne qu'il faut pour ce poste. Tout à l'heure, tu m'as confié avoir franchi le pas de l'état civil. Oui. Comment ça s'est fait? Ça a été facile? Oui, quelles sont les démarches? En fait, ça a été très facile, puisqu'après mon opération, donc, j'ai demandé à mon médecin en Thaïlande de me donner une notification d'opération de la vaginoplastie. Donc, avec ce document, je me suis dirigée vers une avocate. C'est obligé? Oui, c'est obligé, puisque je dois passer devant un juge pour changer mon état civil. C'est n'importe quel juge? Ou c'est un juge particulier, parce qu'on a le juge des enfants, on a le juge... ça doit être un juge, je ne me rappelle plus du juge, puisque ça remonte quand même à 9 ans. Donc je pense que ça doit être un juge des familles.
Donc, et puis après moi, c'était plus mon avocate qui suivait mon affaire. Et donc, je suis revenue de la Thaïlande avec ce document. Je me suis présentée avec mon avocate. Donc, celle-ci me demandait des attestations de ma famille, de mes plus proches amis, pour obtenir des attestations en disant qu'ils m'ont toujours connue en tant que femme. Et c'est ce qui a facilité mon changement d'état civil. Et par exemple, les transgenres qui ne veulent pas franchir le pas, qui veulent garder leur pénis, qui ne veulent pas du néo-vagin, est-ce qu'eux aussi peuvent faire la démarche de changer d'état civil ? Je pense que... Ou on est obligé de passer par la transformation totale ? Au fait, je pense qu'il faut une demande motivée quand même. Puisque la personne qui voudrait changer, je pense que la personne ne pourra pas changer son état civil, je parle de genre, soit féminin ou masculin, mais cette personne pourra changer de prénom. D'accord. Je ne suis pas certaine, puisque... D'accord, il y a deux possibilités. Alors, voilà. Il y a la possibilité de changer le genre, masculin, féminin, et puis de nom aussi, ou simplement le nom. Alors, il y a deux possibilités. Voilà. Mais pour ma part, donc, mon avocate, c'était un plus. Je me suis présentée avec cette notification du médecin. C'était un plus. Ça facilitait ma démarche. Donc, aujourd'hui, c'est mademoiselle Nicole, exactement, mademoiselle. Oui, comme je l'ai toujours été. Mais aujourd'hui, t'as le papier, t'as le passeport, c'est officiel. Il est vrai qu'administrativement parlant, je suis reconnue en tant que mademoiselle. T'as pas été confrontée justement au regard en faisant les démarches, en allant à la mairie justement avec le petit papier ? Ah non, pour moi c'était une nouveauté. J'étais tellement fière. T'étais la première ? Non, je n'étais pas la première à être opérée sur Tahiti. Non, mais d'avoir changé son état civil non, de monsieur à mademoiselle. Non, je n'étais pas la première. Non, certaines de mes amies ont passé ce cap. Donc, c'était un cap obligé. Il fallait passer devant un juge. Et puis, après, pour moi, aller récupérer. Donc, tous les jours, une fois par semaine, j'allais à la mairie, à l'état civil, et puis je demandais s'ils avaient reçu ma notification de changement d'identité. Donc, c'était pas fait. La semaine d'après, j'ai retourné. Et puis, j'étais tellement impatiente que j'attendais ce document pour pouvoir changer mes papiers, mon permis, ma pièce d'identité. J'attendais impatiemment que ce document sorte de l'état civil. Merci à mes invités de cette livrée corps et âme aujourd'hui, d'avoir partagé un bout de leur vie, de nous avoir permis de mieux comprendre le long et pénible parcours du changement de sexe. Merci aussi à nos fidèles auditeurs pour tous ces témoignages et soutiens. On espère aussi avoir aidé les personnes qui sont dans cette situation de perpétuel questionnement et surtout abattre les préjugés, lutter contre les clichés sur les transgenres. Cette émission est disponible sur notre site polynésiepremière.fr en replay et ce soir, ne ratez pas dans notre journal télévisé un autre reportage sur le sujet, le portrait d'un homme qui a subi une opération pour devenir une femme. Il se dit femme coincée dans un corps d'homme, mais aujourd'hui, elle ne ressent plus le mal d'être d'antan et s'est épanouie en tant que femme. Un reportage dans votre VA et journal télévisé ce soir. Très bonne soirée à tous et restez sur la première. Focus.